Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé pour tous consacré aujourd'hui au nouveau coronavirus. Depuis bientôt 2 mois, une épidémie due à un nouveau coronavirus s'est répandue dans de nombreux pays. L'OMS a décrété l'urgence de santé mondiale parce qu'une peur irrationnelle s'est développée autour du nouveau coronavirus et parce que l'inquiétude ambiante est un virus facilement transmissible. Santé pour tous, le magazine médical de RTCI, vous propose de faire toute la lumière sur le coronavirus Covid-19. Comment est-il apparu? Comment se propage-t-il? Quels sont les premiers signes d'alerte? Existe-t-il un traitement antiviral spécifique? Quelle prévention à l'échelle individuelle? Qu'en est-il de la surveillance sanitaire à l'échelle nationale? Quid de la riposte à l'échelle internationale? La réponse à toutes ces questions avec nos invités présents en direct au Studio 1. J'ai nommé le docteur Yves Souterran, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Tunisie. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Le professeur Nissaf Ben Aleya, qui est professeur en médecine épidémiologique, directrice du Centre national des maladies nouvelles et émergentes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là aussi. Le professeur Hanin Tiwiri Ben Aissa, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de La Rabta, qui est membre, de même que tout ce beau monde ici présent d'ailleurs, de la Commission nationale de lutte contre l'introduction du coronavirus Covid-19 en Tunisie. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Damien. Et puis le professeur Emin Slim, qui est professeur en microbiologie, ancien chef du laboratoire de microbiologie de l'hôpital Charles-Nicolle, laboratoire de référence dans la surveillance épidémiologique de la grippe. Dès que j'ai entendu parler du coronavirus, professeur, j'ai pensé à vous tout de suite. Je me suis imaginé tout de suite le professeur Emin Slim dans son laboratoire en train de faire des recherches, passionné que vous êtes. Merci d'être là. Merci à vous, bon après-midi. Merci. Et puis nous attendons le docteur Naufel Somrani, qui est le directeur du Shockroom, centre stratégique d'opérations sanitaires. Alors nous sommes en direct à partir du Studio 1 et vous pouvez suivre le live streaming qui est retransmis donc par notre journaliste web Sofiane Benjima sur la page Facebook de RTCI. Houaïd Abizid est à la prise de son. Voilà. Alors tout de suite, Actu Santé. L'actu santé. L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine et qui s'est répandue dans d'autres pays inquiète et suscite de nombreuses interrogations. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le coronavirus Covid-19, selon sa nouvelle appellation officielle, constitue une très grave menace pour le monde, au point que le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique. Docteur Yves Souterran, est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, à l'attention de ceux qui, on ne sait jamais, vivaient sur une autre planète jusqu'à aujourd'hui, faire un petit rappel historique? Comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Oui, bien sûr, c'est une histoire très récente en fait, puisqu'on a commencé à parler vraiment de cette épidémie à travers l'annonce par le rapport à l'OMS de la part de la Chine d'un petit nombre de cas de pneumonie d'origine inconnue. C'était le 30 décembre 2019, donc il y a 6 semaines. Entre le 31 décembre et le 4 janvier 2019, 44 cas qui sont rapportés, 44 cas, et on verra les chiffres d'aujourd'hui, on verra qu'on est vraiment dans dans une flambée épidémique. Le 7 janvier 2020, la Chine annonce qu'elle a isolé le coronavirus. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, le virus est connu et très rapidement, la Chine partage avec l'ensemble de la communauté internationale la séquençage de ce virus, et ça a permis d'aller très vite dans le dépistage des cas. Premier décès, le 11 janvier 2020, et à la même date, la Chine déclare que le virus est associé à une exposition dans le marché d'animaux et de seafood, de fruits de mer, de Wuhan. Donc on a un lien entre ces cas de coronavirus et une exposition spécifique, c'est d'avoir été dans ce marché. Et puis les choses vont très vite, le nombre de cas augmente rapidement. Oui, de façon exponentielle. Exponentielle, on est à 280 cas le 20 janvier, mais surtout le 20 janvier, autre date très importante, c'est les premiers rapports d'infection chez des personnels de santé. Et ça veut dire que à cette date, on apprend que le virus se transmet d'homme à homme, et c'est donc une nouvelle extrêmement importante parce que jusqu'à cette date, on espérait que le virus ne se transmettait que d'animal à homme, ce qui permettait de contrôler plus facilement l'épidémie. Tout à fait. Et donc, suite à cette série d'événements, le 30 janvier, le comité
que le directeur général de l'OMS réuni à cet effet déclare que l'épisode de coronavirus, la flambée épidémique est un événement de santé publique de portée internationale. C'est important, ça s'inscrit dans un règlement sanitaire international auquel ont adhéré l'ensemble des États membres de l'OMS et qui implique qu'il faut mettre des mesures spécifiques. Pourquoi le 30 janvier ? Parce que à ce moment-là, le nombre de cas en Chine explose, le nombre de pays touchés augmente, et surtout on a ce phénomène de transmission d'homme à homme, et donc on est vraiment dans un épisode de santé publique grave, et le risque, c'est évidemment que les pays dont les systèmes de santé sont les plus faibles soient dans la difficulté de faire face à cette épidémie. Tout à fait. En fait, cette mesure, elle avait été décrétée 5 fois, je crois, depuis sa création, pour Ebola, 2 fois, pour la grippe H1N1, Zika, et puis la poliomyélite, voilà. Exactement. Et donc, on y est aujourd'hui. Et contrairement à ce qui s'est produit lors de l'épidémie du SRAS, en 2002-2003, la Chine, elle a quand même beaucoup communiqué sur cette épidémie, bien que les autorités n'aient pas immédiatement perçu peut-être la gravité de la situation. On nous parle, par exemple, d'un banquet de 40 000 personnes le 19 janvier, 4 jours avant la mise en quarantaine de la ville de Wuhan. Voilà, et puis maintenant, ils disent, bon, on aurait peut-être dû, à ce moment-là... Mais bon, on est en épisode de grippe saisonnière, et donc il y avait quand même un risque de confusion entre un virus classique, un virus de grippe, et ce nouveau virus auquel on n'était pas du tout... on s'attendait pas du tout. Tout à fait. Mais la Chine a réagi très vite, à différents niveaux. D'abord sur le partage du virus séquencé, et ça c'est quelque chose d'important qui n'était pas, ça n'avait pas été le cas en 2003 au moment du SARS, et d'autre part avec des mesures extrêmement importantes, radicales, uniques, de confinement de millions de personnes dans la ville de Wuhan et dans d'autres villes pour éviter que le virus se propage. Voilà, on a quand même perdu quelques semaines. Voilà, il y avait eu quand même, on salue sa mémoire, le docteur Li Wenliang, qui le premier, c'est un ophtalmo, avait annoncé, et en parlant avec ses collègues, que voilà, il y avait un nouveau virus qui apparaissait, qui risque d'être dangereux, et malheureusement, il n'a pas été cru. Et il est décédé le 7 février. Lui-même contaminé, d'ailleurs, en effet. Alors, une peur irrationnelle s'est répandue dans de nombreux pays, avec de nombreux dérapages, discrimination, xénophobie, sans parler de l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale, qui reste encore à apprécier. Si le nombre de décès se situe effectivement au-delà de celui du SRAS, on peut peut-être quand même relativiser par rapport à ce qu'a connu l'histoire d'autres pandémies, pas spécialement le coronavirus. Oui, absolument. Mais bon, on ne sait pas tout sur le Covid 2019. Le nouveau. On ne sait pas tout. On apprend tous les jours, à la fois sur l'infectiosité du virus et sur sa létalité. Si on compare aux données que l'on connaît sur les autres pathologies, le SARS c'était 8100 cas à peu près dans 26 pays, avec un taux de mortalité de 9,5%. On est aujourd'hui bien en deçà de ça. Beaucoup plus de cas, on donnera les chiffres tout à l'heure, on est sans doute plus de 60 000 cas, il y a quelques discussions sur le nombre de cas, et on est à 1300 décès. Ça fait un taux de décès de l'ordre de 2,2%. On est donc pour le moment à une situation qui est bien inférieure en termes de mortalité au cas du SARS, et on ne parle pas d'autres épidémies majeures qu'on a connues dans les débuts du XXe siècle, la grippe espagnole, 50 millions de morts, dans les années 56 à 58, la grippe asiatique, qui a fait également un nombre de décès de l'ordre de 2 millions. Donc on est dans des situations qui ne sont pas encore... Donc plus mortelles que la grippe saisonnière, mais moins virulentes que les précédentes épidémies liées à un coronavirus. C'est ce qu'on sait pour l'instant, comme vous le dites. Oui, voilà. Que la grippe saisonnière, oui, plus le taux de mortalité de la grippe saisonnière, c'est de l'ordre de 0,1%. Mais ça fait beaucoup de morts. Ça fait chaque année entre 300 et 600 000 morts chaque année. Chaque mort est un mort de trop, de toute façon. Voilà. Alors, bien entendu, puisqu'on est dans l'actu santé, il y a de nombreux pays qui tout de suite ont durci leurs mesures restrictives à l'encontre des personnes en provenance de Chine, déconseillant les voyages dans ce pays. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leur vol vers la Chine continentale. Dans le même temps, il y a des milliers de voyageurs et membres d'équipage qui sont restés consignés, coincés sur 2 navires de croisière au Japon. Je pense au paquebot Diamond Princess, où on en est là, avec les 3700 personnes à bord qui demeuraient cloîtrées. On a vu des images à la télévision. Oui, ils sont toujours cloîtrés, mais je crois qu'ils vont bientôt sortir, et je crois que le nombre de personnes contaminées a dépassé les 200. Donc c'est un épisode épidémique localisé, confiné, mais important, et on va apprendre beaucoup de choses à propos de cet épisode.
Tout à fait. Professeur Amin Slim, en plus du bilan humain, l'épidémie continue d'avoir des conséquences économiques, notamment sur les compagnies aériennes, certes, qui ont annulé leurs vols en provenance et à destination de la Chine, je le disais. Elle pourrait également entraîner des problèmes d'approvisionnement dans l'industrie du médicament, on nous dit, notamment en Europe, parce qu'il y a une grande partie des principes actifs pharmaceutiques qui est fabriquée en Asie. Absolument, c'est l'effet, ce qu'on appelle domino de la mondialisation économique. D'accord. Parce que pour fabriquer une voiture maintenant, on ne la fabrique plus dans le même pays, mais on importe des pièces détachées de différents pays, bien que ce soit une voiture allemande ou une voiture française. Et donc il y a maintenant des restrictions à l'importation vu l'épidémie, non seulement des pièces détachées de voitures, mais aussi le gros problème qui va se poser, c'est le problème de l'approvisionnement en médicaments. Et faites bien de soulever ce oui, parce que nous, on avait déjà des problèmes en Tunisie. En tant que professionnels de la santé, nous devons d'assurer un minimum d'approvisionnement en médicaments pour notre population. Quelle est la position de l'OMS concernant le possible impact sur la disponibilité de certains médicaments, docteur Souterrain? C'est quelque chose qu'on surveille de très près. Je pense qu'il y a à la fois un souci dans l'approvisionnement du médicament, il y a un gros souci aussi en approvisionnement en matériel de protection. Notamment la ville de Wuhan était la ville en Chine où on produit le plus de ces équipements, et actuellement on commence à connaître une pénurie de masques, de gants et de matériel de protection qui sont absolument indispensables pour faire face au cas. Et il faut être très prudent dans la manière dont on les utilise. On utilise trop de masques, on utilise trop de matériel de protection, et l'OMS ne recommande pas, par exemple, d'utiliser un masque de protection si on n'est pas symptomatique. Donc voilà, c'est des choses qu'on suit de très près. On a mis en place des réseaux de producteurs pour faire face à ces situations. Alors on le rappellera que les masques, c'est pour protéger les autres si nous-mêmes on a des symptômes, et non pas pour se protéger soi-même. Voilà. C'est bon. On y reviendra. À la une. Selon un dernier bilan émis par les autorités chinoises, hier jeudi 13 février, le coronavirus, officiellement appelé Covid-19 par l'OMS, a fait plus de 1300 morts. On verra tout à l'heure les chiffres exacts. Contaminé plus de 60 000 personnes en Chine depuis le début de l'épidémie, en décembre. Donc, une épidémie qui inquiète et qui est propice à la propagation d'intox sur le sujet. Santé pour tous fait le point sur les informations existantes, sur le mode d'action du virus et les données disponibles à ce sujet. Alors, on pourrait déjà se poser la question, on connaît le coronavirus, on en a déjà entendu parler, c'est une grande famille de virus responsables généralement de rhume, de syndrome grippaux bénin, mais que sait-on du nouveau Covid-19 qui a conduit donc l'OMS à déclarer le 30 janvier l'urgence de santé publique de portée internationale? Professeur Hanan Tiwiri ou bien professeur Amin Slim? Bon, je crois que ça va être Amin Slim, allons-y. Oui, je vais prendre 2-3 minutes sans trop détailler du point de vue scientifique, parce que c'est assez compliqué, donc je vais essayer d'être simple, quitte à passer des choses importantes, mais qui sont du domaine de la spécialisation. Alors le coronavirus, docteur Souterrain disait tout à l'heure que nous étions en épidémie de grippe saisonnière, et on peut le confondre du point de vue clinique. Dr Tuil et Dr Nissaf en parlera tout à l'heure dans l'épidémiologie, la clinique et le traitement. Donc, si on peut dire que la grippe est la reine des infections respiratoires virales, on peut dire que le coronavirus est le roi des pneumonies. D'accord. Et pourquoi on l'appelle le roi des pneumonies? Parce que corona, c'est comme couronne. Donc, quand on regarde ce virus au microscope électronique, parce que c'est une petite bête, c'est un microbe qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il a un aspect en couronne. Et la couronne, c'est quoi? Ce sont ces protéines de l'enveloppe qui entourent le virus. Et ce virus, cette grande famille des coronavirus qui touche à la fois les animaux et les humains, il y en a 7 actuellement, le nouveau Covid, c'est le 7e. Il y en a 3 qui touchent les hommes, jamais 2 sans 3 virus, comme on dit. Le premier, c'était le SARS, dont on a parlé tout à l'heure en 2002-2003, qui est allé jusqu'au Canada. Il a fallu 3 ou 4 mois pour enrayer l'épidémie, avec une forte mortalité, mais heureusement, grâce aux efforts de l'OMS et des pays participant à cette lutte, on a pu endiguer cette épidémie en 6 mois. Le deuxième, c'est le MERS-CoV, c'est-à-dire le coronavirus du Moyen-Orient, dont l'hôte intermédiaire est le chameau. On verra tout à l'heure comment le virus passe de l'homme à l'animal, et qui est endémique malheureusement dans les pays de Golfe et en Arabie Saoudite, et qui a essaimé en donnant quelques cas dans
différents pays d'importation, dont la Tunisie. Et 7 ans après, nous voici de nouveau avec un virus mutant de cette même famille des coronavirus, qui fait partie de la famille qu'on appelle des bêta-coronavirus. Ce n'est pas un virus bêta, c'est un virus qui est intelligent. Et pourquoi il est intelligent? Parce qu'il mute, il change. Quand il change, un peu comme le virus de la grippe. D'abord, sa constitution, c'est un virus à acide ribonucléique. Son code génétique, c'est de l'ARN. Et l'ARN est connu pour son instabilité. Et donc, il y a un taux de mutation, ça a été calculé déjà très rapidement, comme l'a dit le docteur Souterrain. En une semaine, le virus a été séquencé, on connaît tous ces gènes, et on a mis ça à la disposition des virologistes qui ont trouvé de quoi travailler et mettre au point des techniques de diagnostic dont on reparlera tout à l'heure. Donc, ce taux de mutation, c'est de 10 puissance moins 4, beaucoup plus élevé que le virus de la grippe. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 mutations par jour. Il y a 10 000 mutations, mais heureusement, les mutations du virus de la grippe sont beaucoup plus dangereuses que les mutations du coronavirus. C'est-à-dire quand on a 10 000 mutations, c'est des mutations qui sont tout à fait secondaires, qui n'entraînent pas un pouvoir pathogène plus important. Alors la question qu'on pourrait se poser, et ce que se posent les cliniciens, c'est est-ce que ce virus qui s'est adapté de l'animal à l'homme, à partir de ce marché aux poissons, on ne sait pas exactement quel est l'animal intermédiaire, puisque l'origine du virus, c'est la chauve-souris. Et de la chauve-souris, elle a sauté à un animal, et de l'animal qui a été consommé dans ce marché. Alors le pangolin, c'est une espèce protégée, en voie de disparition. C'est un petit mammifère à écailles. Et qui est très apprécié. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc il faudrait un grand contact avec ces animaux, ce qui n'est pas le cas. Donc la question reste posée, peut-être d'ici 2 ou 3 mois, on aura la réponse. Il a fallu attendre 2 ou 3 mois pour l'épidémie de MERS-CoV pour savoir que c'était le chameau. En fait, ils ont fait des recherches dans les chauves-souris, ils ne l'ont pas trouvé, ils l'ont trouvé chez le chameau. Mais il y a certains scientifiques qui disent qu'un premier cas qui aurait pu être affecté par le coronavirus n'a pas été au marché de Wuhan. Oui, tout à fait, parce que le pangolin, il ne va pas se balader au marché de Wuhan, il va être attrapé dans la forêt ou dans la montagne, et puis il va être acheminé par camion ou à dos d'animal, et donc ça multiplie les contacts intermédiaires entre le virus, comme on dit, pour paraphraser la fable de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs, donc le virus des champs qui est tranquille dans son écosystème environnemental et qui est dérangé, et on l'amène en ville et il contamine. À ce moment-là, il s'adapte à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est cette adaptabilité et ce taux de mutation qui fait un peu peur. Pour le moment, on est tranquille, comme on l'a dit, c'est un virus qui se transmet très rapidement, on verra ça tout à l'heure, mais qui est faiblement pathogène. Et le taux de mortalité est faible, heureusement, parce que on guérit de sa pneumonie sans problème, sauf s'il y en a, bien sûr, comme pour la grippe, des maladies chroniques ou des choses qui vont aggraver. Alors, le public de se poser la question, est-ce que c'est le même virus que celui du SRAS? Donc vous avez répondu, même famille, mais attention, un taux de mutation... Non, ce n'est pas le même virus, c'est un cousin qui a certaines structures qui sont communes, et c'est grâce à ces structures communes qu'on a pu mettre au point la réaction de biologie moléculaire dont on parlera tout à l'heure dans le diagnostic. Le MERS-CoV aussi, c'est un deuxième cousin. Et le troisième, c'est ce Covid qui a été fraîchement nommé par l'OMS il y a 2 jours, ce qu'on l'appelait nCoV 2019. Et puis, il y a 2 jours, l'OMS a décidé de l'appeler Covid-19. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on donne quelques chiffres, le bilan de l'épidémie à ce jour. Je me retourne de nouveau vers vous. Il y a le professeur Nissa Benarnay aussi qui est là. On va voir un petit peu ce qu'il en est de la Tunisie tout à l'heure. Mais pour l'instant, dans le monde, docteur Yves Souterrain, ça change tous les jours. C'est pour ça que c'était important que ce soit du direct. Hier, j'ai pris des chiffres. Ce matin, j'ai pris d'autres chiffres encore. Ce soir, vous aurez de nouveaux chiffres. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de donner les chiffres au niveau à l'unité près. On a grosso modo un peu plus de 60 000 cas de 63 851, c'était les chiffres de ce matin. Oui, même le CDC européen annonce 64 544. Donc voilà. Et on évalue le nombre de décès à 1383. Tout à fait. 99% des cas, c'est en Chine. Et même 75% des cas, c'est dans la région de Hubei, où il y a la ville de Wuhan. Donc c'est très très concentré dans une population. 24 pays qui sont concernés, donc 1% se trouve dans les 24 pays, et il y a 447 cas en dehors de la Chine. Aucun cas en Afrique,
aucun cas en Alors, Tunisie. aucun cas en Tunisie, on oui. laissera, Le professeur Nissa Benarleh va le dire là, dans quelques instants. Voilà. Rentrer dans le détail, mais en tout cas, il n'y a aucun cas dans le pays. Alors évidemment, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des cas dans la nature, et c'est pour ça que l'OMS et l'ensemble des États membres de l'OMS se sont maintenant concentrés pour donner une réponse, être prêts à faire face à l'arrivée de cas dans les différents pays. On parlera tout à l'heure de la réponse en Tunisie. Oui, professeur Nissa Benarleh, bonsoir. Alors, rassurez-nous, la situation en Tunisie. Donc, on a, comme ça a été très bien dit, on n'a aucun cas suspect ni confirmé en Tunisie. D'accord. La Tunisie, depuis ces problèmes qui ont été vus avec la grippe pandémique en 2009, ou bien avec le problème du SARS avant, et par la suite avec le problème d'Ebola, a mis en place un plan national de prévention, de préparation, de riposte et de résilience aux maladies à potentiel épidémique, dont professeur Amin Slim et professeur Tivili ont largement contribué pour son élaboration. Donc on a mis en place ce plan et on a mis en place tous les SOPs en rapport avec ce plan. On avait fait l'année dernière un exercice de simulation par rapport à cette maladie X qui pourrait survenir, et on l'a testé. Bien. Donc on était un peu plus ou moins rodés, et cette maladie X est apparue, et c'est le Covid-19. Donc on a tout de suite réactivé donc notre système, et on a mis en place rapidement nos procédures et notre plan avec une grande mobilisation parce qu'on est actuellement à la phase de prévention et de préparation. Donc, elle se base essentiellement sur la sensibilisation de la population aux moyens de prévention, et elle se base aussi sur le dépistage au niveau des points d'entrée, parce qu'on cible actuellement les voyageurs de retour des zones à risque. Pour le moment, la zone à risque, c'est la Chine, et donc on cible la Chine. Pour la Tunisie, le travail il est un peu difficile parce qu'on n'a pas de vol direct, à l'encontre de ce que les gens pensent. Lorsqu'on n'a pas de vol direct, les gens ont fait escale ailleurs. Voilà. C'est beaucoup plus difficile. Donc, dans le cadre de ce plan-là, il y avait une collaboration multisectorielle. Donc, on a réactivé immédiatement cette collaboration multisectorielle, et on est en train de recevoir de l'information sur tous les vols avec des passagers à bord en provenance de Chine. Qui auraient fait des escales. Voilà. Et donc, on est en train de les screener au niveau de l'aéroport lorsqu'il arrive. Donc, dans tous les portes d'entrée, que ce soit aérien au niveau des aéroports, ou bien maritime, ou bien terrestre, actuellement, on a mis en place, on a activé cette procédure de dépistage via la détection de la température notamment. On y reviendra parce qu'il se peut que le symptôme de la fièvre ne soit pas là aussi. On y reviendra aussi. Mais bon, déjà, vous éliminez les cas symptomatiques. Par rapport à nous, le premier filtre. Mais plus que ça, on a instauré la fiche passager sur laquelle on a toutes les informations des personnes en provenance de Chine, et on a leurs coordonnées en Tunisie, et on est en train de les surveiller pendant toute la période, donc pendant 14 jours, ce qui est proposé pour ces personnes asymptomatiques. Jusqu'à maintenant, toutes ces personnes étaient asymptomatiques à l'arrivée au niveau des points d'entrée. On leur propose l'auto-isolement à domicile avec une autosurveillance et une prise quotidienne de la température. Donc il y a toute une équipe au niveau de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes qui les contacte quotidiennement pour leur donner, bien évidemment, on leur donne le dépliant à l'arrivée de sensibilisation sur les mesures de prévention, qu'est-ce qu'on appelle auto-isolement, autosurveillance, prise quotidienne de la température. On rappelle le lendemain de leur arrivée pour leur redonner une autre fois les conseils et leur poser des questions sur s'ils ont pris leur température ou pas. Et jusqu'à maintenant, il y a à peu près 400 personnes qui avaient séjourné en Chine. Voilà. Et parmi ces 400 personnes, on a une centaine qui ont déjà terminé la période de surveillance. Et on n'a eu aucun cas suspect parmi ces personnes. Voilà. Et concernant les Tunisiens, les 10 Tunisiens rapatriés de Chine qui étaient en quarantaine, je crois savoir que c'est lundi qu'ils vont recouvrer une totale liberté de circuler avec la certitude de ne pas être contaminés. Voilà. Donc par rapport à ces personnes-là, ils étaient aussi asymptomatiques à l'arrivée en Tunisie. Et jusqu'à
jusqu'à maintenant, ils sont restés asymptomatiques donc on va continuer la surveillance jusqu'au lundi. Et voilà, donc pour le moment, on peut dire que même pour ces sujets-là, qui sont de retour d'une zone à risque, Yuan, mais ils étaient bien évidemment protégés, ils avaient appliqué les mesures de prévention. Donc je veux insister sur l'application des mesures de prévention. Actuellement, c'est la méthode dont on dispose pour faire face à cette épidémie. Il est très important de respecter les propositions et les mesures prises, que ce soit par le ministère de la Santé en Tunisie ou bien aussi pour les voyageurs. Ils doivent aussi respecter, dans ces zones-là, ils doivent respecter les mesures prises par le gouvernement chinois. Donc jusqu'à maintenant, il y a un travail immense de sensibilisation avec l'appui de l'OMS, le bureau OMS ici en Tunisie. Il est en train de nous appuyer par rapport à cette activité. On a toute une commission qui suit toutes les mesures et toutes les actualités par rapport à la période d'incubation, par rapport à la période de quarantaine, par rapport au nombre de tests à réaliser. On va revenir à la prévention aussi tout à l'heure. Là, j'aimerais me tourner vers vous, professeur Hanan Tiweri Ben Aïssa, vous êtes infectiologue. Alors, quelles peuvent être les populations affectées? Qui peut contracter ce virus? Tout le monde? Merci Donna pour m'avoir donné la parole. Moi, je dirais d'abord comment est-ce qu'on les contamine et comment on se contamine. Il y a le mode de transmission déjà, avant de pas justement. Alors, c'est une pathologie donc respiratoire et la transmission en fait se fait de deux façons. La première, c'est aéroportée. La seconde, c'est par contact direct avec des objets ou avec une main qui a été souillée par les sécrétions respiratoires, d'origine respiratoire, qui contiendraient ce virus. Alors juste quand vous dites aéroporté, ça veut dire par les postillons, en toussant et en éternuant. Alors vous savez que quand on éternue, quand on tousse, et quand on est malade, certes, il va y avoir des petites gouttelettes de ces postillons qui sont censés contenir ce virus. Vous savez, cet aérosol quand on éternue, et automatiquement, donc, la contamination est faite. Donc là, c'est la voie, disons, aéroportée. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut quand même un minimum de 1 mètre, voire moins, pour qu'il y ait cette contamination. C'est-à-dire qu'on ne contamine pas quand la personne qui est en face de vous est à 3 ou 4 mètres, la contamination... D'accord. D'accord. Et puis, il faut un certain temps de contact. Hein, c'est pas en 1 minute ou en 30 secondes, c'est quand même... oui, c'est presque 1 heure, je dirais. C'est ce qui a été rapporté par des chercheurs. D'accord. Et là, c'est la voie aéroportée. Pour la voie cutanée, la voie manuportée, disons, c'est lorsque on ne fait pas attention, parce qu'on ne respecte pas ce qu'on doit faire quand on a, disons, une grippe. Je prends le cas de la grippe. Quand on éternue, etc. Ce que l'on fait malheureusement, et ça c'est ce qui ne doit pas se faire, c'est on porte la main juste devant sa bouche quand on éternue, alors qu'on devrait plutôt éternuer dans sa manche, au fond du coude en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça pour éviter qu'on ne touche cette main, qu'on ne souille cette main, laquelle main va pouvoir contaminer une surface une poignée, une poignée. Et donc, pour peu qu'une personne passe, ou une poignée de main, disons, donc la transmission est là. Donc c'est parce qu'il y a une durée de vie du virus hors organisme. Alors, je vais vous expliquer par rapport à cette durée de vie. Alors, elle est de 3 heures sur des surfaces inertes sèches. D'accord. Et elle va jusqu'à 6 jours sur des surfaces inertes humides. D'accord. Ça, c'est ce qui a été rapporté. Et donc... il y a même des chercheurs allemands dernièrement qui poussent même jusqu'à 9 jours en milieu humide. Absolument. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous avez vu justement nos amis chinois qui font des activités de désinfection à tout bout de champ, plusieurs fois par jour, etc. C'est justement pour essayer d'agir au niveau de ces surfaces inertes et bien sûr au niveau de l'atmosphère, certainement. Alors, vous m'avez posé la question sur quel terrain? Eh bien, la contamination se fait... Tout le monde, bien sûr, pour peu qu'il soit exposé à ce risque de contamination. Mais on a vu qu'à la différence du virus de la grippe, les enfants sont moins touchés, semble-t-il. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire encore. D'accord. On ne peut pas le dire. Par contre, toute personne qui est exposée peut être contaminée. Par contre, alors, je vous dirais, qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça donne comme symptomatologie? Docteur Souterrain et Docteur Amin Slim ont parlé de cette pneumonie. Effectivement, le tableau, c'est celui
pour être simple, Oui. c'est une fièvre, une toux et parfois des difficultés respiratoires. C'est ce qu'on appelle une dyspnée. Voilà. Et pas toujours la fièvre, nous dit-on, dernièrement. Alors, parce que ça change tous les jours, Vous donc savez, alors, il y a plusieurs travaux, plusieurs travaux. Des fois, on vous dit dans 98%, Oui. la fièvre est là. Mais Oui. parfois, c'est pour peu que les malades aient pris ce qu'on appelle des antipyrétiques. Tout à Donc, fait. voilà. Donc, ça peut fausser un petit peu le tableau. Donc, il y a la fièvre, comme je vous l'ai dit, qui est quand même un symptôme princeps. Vous avez la toux, et Oui. puis ces difficultés respiratoires. Et puis, on a rapporté une petite diarrhée, des petits signes, des Éventuellement, douleurs oui. musculaires, Oui. des douleurs articulaires. Ce que l'on voit dans les viroses, en fait. D'accord Ça n'a rien de spécifique. Et, si vous voulez, le tableau princeps, c'est ce tableau de pneumonie, donc une atteinte du poumon. C'est une pneumonie fébrile avec des difficultés respiratoires. Voilà un petit peu. Voilà un peu pour Alors, voilà les exactement. symptômes. Et moi, j'aimerais Les revenir personnes qui Oui. peuvent faire des formes graves, justement, puisqu'on a parlé Oui. de gravité, on a parlé même de létalité. Et juste pour dire que, pour rassurer les gens, enfin, entre guillemets, je dirais 2,2-2,5% de létalité, c'est quand même beaucoup, mais c'est une mortalité qui reste stable, malgré cette augmentation exponentielle du nombre de cas. Ça, c'est déjà rassurant. Ça, c'est entre guillemets. Et par rapport à la gravité de ces tableaux, on voit ces tableaux graves qui peuvent mener jusqu'à la réanimation, le séjour en réanimation, et voire Oui. même le décès, chez des personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes qu'il y avait une pathologie. qui sont auparavant, âgées, oui. il y a l'âge déjà, qui dépassent les 65 Un peu comme pour la grippe, d'ailleurs. Absolument. En fait, On fait le et parallèle. puis, les personnes qui ont des pathologies chroniques, Oui. cardiaques, respiratoires, rénales, le diabète. En fait, donc, il faut vraiment un terrain fragile. C'est ce qui a été remarqué, du moins, dans les différentes études qui ont été rapportées. D'accord. Voilà Alors, un peu. la question, il paraît qu'on peut contracter le virus au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme. Je reviens au mode de transmission, au mode de contagion. Alors, C'est pour ça que vous j'en les mettez en profite- quarantaine voilà, j'en en attendant de voir. j'en profite pour expliciter un petit peu cette incubation, parce qu'on parle de 14 Oui. jours. Bon, Dites-nous. voilà, il faut que celui qui nous écoute explique pourquoi on les garde pendant 14 jours. Vous savez, quand on a une contamination, le virus va pénétrer dans l'organisme, il va se multiplier, d'accord? Et il va rester, disons, asymptomatique. Ça veut dire quoi? Il ne va présenter aucun symptôme. Il est silencieux, il est... C'est une il est incubation, fourbe. on appelle ça une phase d'incubation. Et en fait, 14 jours, je vais vous dire, c'est un peu le max, on est large, parce que les travaux qui ont été rapportés parlent d'une durée moyenne de 5,2 jours. Donc ça varie entre 2 et 8 jours, 5,2 jours. C'est ça la période d'incubation. Mais sinon, on va jusqu'à 14 jours pour avoir le cœur net. D'accord, donc Je- c'est une je vous intox vois venir. que dernièrement, Je où ils vous ont vois dit les venir. 24 jours. Oui, ça n'est pas validé. C'est une intox. Ça n'est pas validé. Bon, D'accord. ça n'est pas C'est pas validé. Peut-être voilà, pas Ok. validé certifié. Vous me voyez Alors, venir, vous lisez dans mes pensées. donc, durant ces 14 jours qui définissent cette phase d'incubation, qui encore une fois est silencieuse, eh bien, il n'y a pas de risque de contamination. D'accord. Alors, il y a eu des discussions, des fois on dit oui, un risque de contamination, et finalement les dernières données, c'est pour ça, c'est une pathologie qui est en éternelle modification. Alors, en pourquoi éternelle- on les garde en quarantaine alors ces Alors, je vais personnes vous expliquer. Voilà. Parce que une fois dépassé, disons, une fois la phase d'incubation est passée, elle est écoulée, qu'est-ce qui va se passer? Soit il a été contaminé Oui. et il va présenter des Des signes, symptômes, donc oui. il va être symptomatique. Et donc à ce moment-là, il Soit- va contaminer les autres. Absolument. Oui, il Là, risque de à la contaminer. phase justement de la phase dite symptomatique, Voilà. il va pouvoir contaminer. Oui. Mais nous, notre but, c'est ce qui s'est passé avec nos ressortissants. Oui. Dieu merci, ils sont en très bonne santé jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je crois que Voilà, il y a ils sont plus de 2 tirés jours, je d'affaire. crois. Voilà, oui. Je crois qu'ils sont tirés d'affaire. Et donc, une fois dépassé ces 14 jours et qu'ils n'ont pas présenté de symptômes, on est tranquille. Et c'est la raison pour laquelle on les garde pour les personnes qui ne sont pas du tout symptomatiques et qui proviennent d'une zone à risque, comme vient de le dire docteur Nissaf Ben Aleya. Donc, et en l'occurrence, c'est la Chine, quoique maintenant, on aille plutôt même vers d'autres pays, aurait plusieurs cas, donc on pourrait éventuellement les considérer comme zone à risque. Mais bon, nous, en Tunisie, nous avons notre procédure, donc la Chine, pour nous, et c'est pour tout le monde d'ailleurs, c'est la zone à risque. Et donc, pour ces cas-là, on va les garder sous surveillance, avec une surveillance de la température. On leur demande de ne pas prendre, même s'ils ont mal à la tête, de ne pas prendre de
de paracétamol ou d'aspirine pour ne pas modifier la courbe de la température, éventuellement s'ils ont faire de la fièvre. Et donc voilà, on les surveille. C'est clair. Et on ne fait pas de test. Pour que les gens comprennent, le test, on ne le fait pas chez ces personnes-là. Le test de confirmation, parce qu'ils sont en bonne santé, ils ne présentent aucun signe. Voilà. Et par la suite, on peut fait les le test libérer. quand on a un doute, alors. C'est ce qui a, voilà, les 181 ressortissants français, ils ont été libérés. Ils étaient en excellente santé, ils n'ont pas présenté de problème. Ils ont purgé, excusez-moi le terme, donc leur quarantaine de 14 jours, et puis ils vont très bien maintenant. C'était pas une prison. Hein. Voilà, non, ils étaient bien. Je vous pose une question, professeur Emin Slim, parce que bon, on a dit au départ, ça venait peut-être de la chauve-souris, ou en tout cas, ça venait d'un animal. Donc, certaines personnes sont inquiètes. Est-ce que nos animaux domestiques peuvent nous transmettre le Covid-19 ? Voilà. Oui, il ne faudrait pas... Déjà, il y a une stigmatisation pour certaines populations, alors il ne s'agit pas de se débarrasser de ces animaux domestiques. Il ne faudrait pas tomber dans l'hystérie qui a eu lieu en 2005 et en 2003, où on a massacré les animaux et les tigres blancs du zoo de Pékin parce qu'on avait peur que ces tigres transmettent le SARS, ou les chameaux en Arabie Saoudite parce qu'ils transmettent le MERS-CoV. Non, non, pas du tout. Nos animaux domestiques, s'ils sont correctement suivis à la maison, même s'ils toussent, ils ont leur propre maladie virale. Et pour le moment, c'est un problème purement à 99% chinois. Maintenant, les animaux deviennent secondaires dans la transmission parce que, comme l'a dit le docteur Tousteran, la transmission se fait de personne à personne. On est passé à notre stade. Le virus est en train de s'adapter à l'homme. Mais heureusement qu'une fois qu'il s'est adapté à l'homme, il se trouve si bien dans ces personnes-là, il fait sa maladie, que les gens guérissent, et le virus essaye de toucher d'autres personnes, en évitant bien entendu les gens qui ont guéri, parce qu'ils ont fait des anticorps, et donc ils vont être protégés. Donc ça va être ce qu'on appelle l'immunité naturelle. En attendant un vaccin, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, de la recherche sur les médicaments et de la recherche sur les vaccins tout à l'heure. Docteur Yves Souterrain, l'OMS a estimé qu'on enregistrait une période de stabilité en ce qui concerne le nombre de cas de contamination relevés quotidiennement en Chine. Et de son côté, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que d'ici avril, la chaleur tue ce genre de virus. Alors c'est une affirmation jugée discutable par les experts, alors que beaucoup d'aspects du virus restent à découvrir. Quelle est la position de l'OMS ? Est-ce qu'il y a une incidence saisonnière ? Est-ce qu'on a dépassé le pic de l'épidémie ? On n'en sait rien. Bah oui. Voilà, on n'en sait rien. That's the question. Et je pense qu'il vaut mieux écouter l'OMS que le président Trump sur ce genre de propos. Je suis d'accord avec vous. Et l'OMS actuellement essaie de rassembler toutes les données disponibles pour faire en sorte qu'on puisse avoir une information scientifique de meilleure qualité. Il y a eu cette semaine à Genève un grand meeting qui a rassemblé 400 scientifiques du monde entier, à le 11 et le 12, qui a essayé de définir toutes les pistes de recherche sur lesquelles il fallait investir et qui a réuni également les donateurs pour qu'on puisse financer cette recherche. Et les pistes de recherche sont extrêmement importantes. Ce que disait professeur Thury est extrêmement important sur le délai d'incubation. Il est bon maintenant qu'on ait des données qui soient fixes. Il y a des données importantes sur l'histoire naturelle de la maladie, comment elle se développe, à quel moment on devient transmissible. Il y a des questions importantes sur les traitements. Il y a beaucoup d'essais qui sont réalisés actuellement en utilisant des antirétroviraux utilisés pour des pathologies comme le VIH ou comme Ebola, et pour voir si ça va être efficace pour le traitement des personnes. Le vaccin, là on sait que le vaccin ça prendra plus de temps, mais il y a un travail important qui est en train de réaliser. Donc tout ça pour dire que il y a beaucoup d'incertitudes, on est dans une épidémie. Il y a un mois et demi, on ne parlait pas du tout de cette pathologie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc la question c'est ne pas paniquer, mais être très concentré sur la préparation pour faire face à cette épidémie. Et je crois que c'est ça qui est le message important qu'il faut faire passer. Et je crois que ce message, il est particulièrement bien entendu en Tunisie. Le programme de prévention que la Tunisie a mis en place et le programme de prise en charge s'il y avait des cas est un programme qui est de qualité. Et je crois que le leadership de Madame la ministre de la Santé et la qualité des experts tunisiens qui se sont mobilisés pour mettre un programme en place est plutôt rassurant. Alors puisque vous parlez de prise en charge, parlons-en. Comment va se faire cette prise en charge ? Est-ce qu'il existe un traitement contre les nouveaux coronavirus ?
contre le... Voilà. Hein. Si je peux répondre, Oui, il n'y a pas encore de ni traitement, vaccin, ni médicaments. vaccin. Voilà. Et d'ailleurs, même les essais qui ont eu lieu, comme vient de le dire Dr Souterrain, c'est avec des antirétroviraux, c'est avec l'oseltamivir, c'est avec la ribavirine, en fait des molécules qui ont été utilisées On traite les symptômes d'autres maladies aussi un peu, virales. voilà. Pour d'autres maladies virales, mais en fait, il n'y a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui de traitement spécifique. C'est la raison pour laquelle on se rabat sur ce qu'on appelle le traitement symptomatique, tout simplement. Et par rapport à la vaccination, je pense que c'est pas pour demain, mais heureusement qu'il y a des chercheurs là qui sont en train de travailler dessus, et on espère avoir ce vaccin. Ils sont en développement, on l'espère, voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont guéri déjà de ce virus? Oui. Comment, spontanément, comme ça? Bah oui, c'est une maladie virale, là. Oui. Et la Donc, maladie... pas d'antibiotiques, comme vous me l'aviez dit l'autre Voilà, fois? c'est une maladie. Alors, justement, c'est comme toute maladie virale. Parce que le virus, quand il pénètre dans l'organisme, il a son cycle évolutif, les symptômes qui vont avoir lieu, etc. Et puis, il passe le temps qu'il faut qu'il passe, et ça y est, par la suite, c'est la guérison. On n'a pas besoin d'antibiotiques, sauf, bien sûr, là, je ne vais pas entrer dans les détails, s'il y a une surinfection bactérienne de cette pneumonie, c'est là que on n'en est pas là. On n'en est pas là, du moins. D'accord. Voilà. Alors, comment prévenir ce virus et ses risques sur la santé? L'OMS a communiqué, le ministère de la Santé aussi. Les micros sont à vous, docteur Souterrain, professeur Benaleya. Donc pour la prévention, justement, la prévention, c'est la prévention des infections transmises par tout ce qui est l'air ou bien la transmission par main nue portée. Oui. Donc c'est les mesures de prévention standard et les précautions R qu'il faut appliquer. Ce que nous avons donc communiqué jusqu'à aujourd'hui, le lavage des mains. Des mains. Ça a été très bien expliqué par professeur Tiwiri. Ces mains-là, il faut vraiment les laver de façon répétée avec du savon et de l'eau. Ou des solutions Hydroalcooliques, si on n'a pas de appliquer des savon. solutions hydroalcooliques si on n'a pas un point de lavage à côté Tout de à nous. fait. Ça, c'est très important de faire apprendre à nos enfants et à notre population de l'intérêt du lavage des mains. Pas pour le coronavirus d'ailleurs. Voilà. hein. C'est valable Absolument. pour tout. Voilà, pour toutes les maladies, pour toutes les infections. toutes les Voilà. maladies. Les Voilà. professionnels de santé aussi dans les structures hospitalières, c'est une pratique qu'il faut appliquer de façon périodique. Et lorsqu'on porte des gants, on applique les solutions hydroalcooliques. Il y a des techniques pour remplacer les gants, etc. Parce que ces mains-là, c'est une source de plusieurs contaminations croisées. Et c'est très important d'appliquer le lavage des mains. Pourquoi on nous dit par exemple qu'il ne faut pas manger de viande crue ou peu cuite? En fait, parce que initialement, l'origine de l'épidémie, initialement, on parlait d'une transmission animale. D'accord. Donc, l'origine. Donc, c'était recommandé de ne pas manger les Ok. viandes. Et jusqu'à maintenant, en fait, maintenant, la transmission, c'est interhumaine. L'épidémie actuelle, elle est en rapport avec une transmission interhumaine. L'origine, il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être réalisés pour le moment, mais on continue à recommander cette mesure pour que, de toute façon, pour éviter la transmission de certains... Et puis on évite tout contact avec des personnes qui ont de la Voilà. fièvre, Notre qui mesure, toussent. justement. Dans notre, ça, c'est aussi à appliquer dans notre pratique. Voilà. Mais il y a de tous une les peur, jours. parce que moi j'ai remarqué, même ici, quand on a un collègue qui toussote un peu, mais il y a tout le monde qui fait un mouvement comme ça. Mais Ça va c'est devenir une psychose. C'est pas une psychose, mais lorsqu'on a des enfants en bas âge, généralement on fait des précautions parce qu'on sait que tousser devant ces enfants-là, on peut les contaminer. Donc il faut appliquer cette mesure. Lorsqu'on est malade, il faut se protéger. Et protéger les autres. Et protéger les autres. Comme ça a été très bien dit par professeur Tiwiri, il faut mettre un papier sur la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou bien on éternue ou bien lorsqu'on a des symptômes. Mouchoir comme ça. jetable. Et qu'on va on le jeter. jette, puis on lave les mains avec du savon ou on applique une solution hydroalcoolique. Si on est malade pour le contexte actuel, Oui, on quelqu'un qui est un recommande peu de grippé, porter des masques oui. pour les personnes qui sont D'accord. symptomatiques. Et ça, on n'est pas encore Donc à cette... le masque, qu'on soit bien clair, c'est fait pour protéger les autres et non pour se protéger soi-même alors. Les deux. Les deux. Il y a le masque qui est porté par la personne malade, Oui. c'est pour protéger Et les autres. oui. Et il y a le masque qui doit être porté par le professionnel de santé D'accord. lorsqu'il va examiner ou réaliser un prélèvement
prélèvement ou prendre en D'accord. charge un sujet Mais malade. pour l'ensemble de la population, docteur Souterrain. Non, certainement pas. Le masque, comme le dit le docteur professeur Nissaf, c'est pas pour les personnes asymptomatiques. Voilà. C'est pour les personnes qui ont des symptômes, ça bien sûr, pour protéger les autres. C'est pour les professionnels de santé et c'est pour l'entourage d'une personne malade. C'est clair, Voilà. c'est Alors, clair. une personne malade doit faire. Mais pour revenir sur ce que dit le professeur Nissaf, on parle là de mesures qui concernent une pathologie qui n'existe pas en Tunisie, mais c'est back to basic. On revient au basique de l'hygiène. Hein. Bien sûr. Ne pas éternuer dans le creux de son coude ou bien dans un mouchoir, ça devrait être quelque chose d'acquis. Et on ne devrait plus avant en reparler. Se laver les mains tout le temps, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Alors pour la prévention, par exemple, nous en Tunisie, on a installé des détecteurs de température. Hein. On nous dit que c'est pas la panacée. Par exemple, la France ne le fait pas. Pourquoi? La France le fait pas. Beaucoup de pays le font. La Tunisie le fait. Moi, bon, c'est pas la panacée. C'est pas ça qui va permettre de trouver toutes les personnes qui sont porteurs du virus. Ça permettra de dépister, de détecter des personnes symptomatiques. Donc ça a une valeur. Mais surtout, ça a une valeur voilà. Ça a une valeur. Alors de réassurance. Il faudrait pas non plus que ça soit une valeur trop de réassurance parce que du coup, on risquerait de penser que c'est magique et que ça permet d'éviter toute forme de contamination. Mais je pense que c'est extrêmement important. Et moi, j'étais à l'aéroport il n'y a pas longtemps. J'étais très content d'avoir eu le scanner thermique parce que c'est accompagné de mesures d'information. C'est ça qui est important. C'est de permettre à la fois aux personnes de savoir que ça existe, que c'est important et de pouvoir distribuer de l'information. Et je crois que c'est la combinaison de ce scanner thermique et de la distribution d'une information précise avec les fiches également que les gens doivent remplir qui permet réellement d'avoir de faire en sorte que les personnes soient assurées, en tout cas informées, hein, qu'elles soient conscientes du problème et je crois que c'est important de pouvoir faire ça. J'aimerais, professeur Tiwili et professeur Ben Ali, qu'on revienne sur la riposte en Tunisie. Par exemple, professeur Tiwili, vous êtes également membre de la Commission nationale de lutte contre l'introduction du coronavirus Covid-19. Professeur Nissa Ben Ali, je ne vous présente pas, vous êtes la directrice du Centre national des maladies nouvelles et émergentes. Alors comment ça s'est organisé en Tunisie, cette riposte? Quid de la sécurité biologique? Je crois que même il y a le Force Desk militaire, il y a un laboratoire mobile dont de l'Allemagne qui nous a été donné, les réactifs qui permettent le diagnostic. On est passé sur le diagnostic, professeur Emin Slim, il faudra qu'on y revienne. Mais dites-nous, là, par exemple, comment ça s'est organisé en Tunisie? Vous le disiez, il y avait déjà toute une stratégie qui était en place. C'était une réactivation. Voilà. Tout était en place. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui a fait la célérité de la riposte tunisienne. De la riposte. C'est que tout est installé. C'est bien ça. Et on avait la volonté politique aussi. Voilà, le leadership de Madame la ministre, il faut insister, parce qu'elle était aussi très réactive. Elle était d'un dynamisme. Voilà. Ça nous a boosté. On dit toujours en communication, par exemple, que les crises se préparent en temps de paix. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. En fait, c'est une bonne chose. Oui. Alors donc, et en fait, vous travaillez main dans la main avec donc tout le ministère de la Santé, mais même les militaires aussi, ils sont avec vous, même. Il n'y a pas que ça. C'est bien. C'est multisectoriel. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, certainement. Oui. Ou le tourisme, parce que là aussi, on a siégé avec les gens du ministère du Tourisme pour les sensibiliser, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Absolument, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Pareil, pour éviter justement, parce qu'il y a eu des petits incidents. Des stigmatisations. Absolument, on les avait sensibilisés. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe. C'est pas uniquement au niveau du ministère de la Santé. C'est vrai que le noyau dur, c'est le ministère de la Santé, mais on a beaucoup collaboré avec tous les différents secteurs qui sont impliqués dans cette riposte. Et ici, une chose importante, c'est au niveau des aéroports. On a tout le service du contrôle sanitaire aux frontières, mais on a aussi l'appui des commandants des aéroports. Ils collaborent avec nous et ils sont en train de collaborer avec les compagnies aériennes qui ont adhéré immédiatement à notre plan de riposte et on est en contact quotidien par rapport à cette riposte. Ils nous fournissent la liste de tous les vols avec la liste des passagers, les passagers qui proviennent de la Chine et qu'on est en train de screener à
à l'arrivée. En fait, on screen tout le monde, mais aussi c'est très important d'avoir cette liste pour qu'on puisse les sensibiliser et rester en contact avec eux. Et ça aussi, il y a la salle d'isolement au niveau de tous les aéroports. Il y a au niveau de l'aéroport Tunis-Carthage, mais tous les aéroports ont immédiatement aménagé les salles d'isolement et ils sont en train de coopérer et ils sont en train de nous transmettre l'information en temps réel et ça nous a aidé énormément dans notre stratégie. Et tout ça, c'est concret, c'est pas de la littérature, on va du tout des discours. C'est vraiment concret sur le terrain. Bravo. Effectivement. Alors tout à l'heure, oui, pardon, pour le docteur C'est Souterrain. important de dire qu'il y a des salles d'isolement qui ont été identifiées dans les différents hôpitaux pour le cas où il y aurait des cas qui auraient été suspectés ou confirmés. Je crois que c'est important. Ça, c'est la préparation. Voilà. En fait, la phase de préparation, elle inclut tout ce qui est stock stratégique en masques, gants, solutés hydroalcooliques, tout ce qu'il faut pour ce type de riposte. Les équipements de protection individuelle, c'est très important. Et il y a aussi, dans le cadre de cette préparation, c'est d'avoir notre différents scénarios. Parmi les scénarios, le niveau de base, avoir des lits d'isolement ou des unités d'isolement au cas où on aura des cas confirmés pour leur prise en charge. On a ce qu'on appelle les sites SARI, c'est les sites de prise en charge des cas sévères d'infection respiratoire. Ces sites-là, donc on travaille avec eux, on a 5 sites SARI identifiés en Tunisie pour les renforcer pendant cette période. Et il y a ce qui a été dit, donc le niveau de base dans toutes les régions, et ça c'est un travail continu de préparation. Si jamais on aura des cas confirmés, on a déjà préparé toute la procédure en rapport avec l'isolement et la prise en charge des cas confirmés. Si jamais on a des cas confirmés. Non, mais avec tout le travail colossal, et là je salue toutes les équipes qui sont au niveau des points d'entrée, avec tout le travail colossal qu'ils sont en train de faire. J'espère, et nous espérons tous, qu'on n'aura pas l'introduction de ce virus en Tunisie. Voilà. Inch'Allah. Alors, j'ai zappé le diagnostic tout à l'heure, professeur Amin Slim. Comment on peut savoir si on est atteint? Bon, on a parlé des différents symptômes. Sur quoi va reposer le diagnostic? Alors là aussi, comme Hanen a salué le dévouement des équipes de containment à l'aéroport et Dr Nissaf, la réactivation des plans. Vous avez 3 minutes. On peut dire qu'en 3 minutes... Le laboratoire de Charles Nicolle, l'Institut Pasteur de Tunis et l'hôpital militaire ont été agréés par le ministère de la Santé comme laboratoire de référence pour le diagnostic de ce coronavirus. Ce n'est pas un diagnostic facile puisque c'est une technique de biologie moléculaire. Et qui dit technique de biologie moléculaire dit qu'on va intervenir sur le gène du virus et sur le code génétique du virus. Donc on va amplifier son ARN à partir d'un certain nombre de cycles. Donc c'est toute une cuisine de laboratoire et je dois rendre hommage à l'unité de virologie de Charles Nicolle qui le soir a reçu les amorces de Hong Kong et le lendemain a mis au point la réaction et ça a marché. Le test PCR. Et oui, et Dr Hendatrik et l'Institut Pasteur aussi a mis au point cette technique de diagnostic. Donc le laboratoire de l'hôpital Charles-Nicolle reste le laboratoire de référence puisque c'est le laboratoire de référence pour la grippe. Et si on est débordé par le nombre de prélèvements, l'Institut Pasteur interviendra dans un deuxième temps. S'il y a des cas parmi les militaires, ce sera l'hôpital militaire qui va prendre en charge ces techniques de confirmation. Alors, pardon, c'est un test spécifique qui est fait sur quoi? Alors, c'est un prélèvement qu'on appelle nasopharyngé. Donc, on prend les gens tous. Donc, on prend le virus, voilà, soit dans le nez, soit dans la gorge. Pour les cas qui sont hospitalisés en réanimation, donc on peut faire ce qu'on appelle des aspirations trachéales ou des lavages broncho-alvéolaires et envoyer ça donc dans un récipient bien fermé qu'on appelle le triple packaging pour éviter la contamination lors du transport. Et il y a toutes des règles qui ont été édictées par l'OMS et qu'on applique à la lettre pour ne pas contaminer ni les personnes qui transportent ce prélèvement, ni les techniciens de laboratoire ou les personnes qui vont se charger du diagnostic. C'est bien clair. Alors, on en arrive à la fin de cette émission. D'habitude, je vous demande le fait pas ci, fait pas ça. Là, je vais vous demander vos recommandations avec le fait ci, fait ça. Peut-être vous, docteur Souterrain, quelles seraient les recommandations de l'OMS à l'intention des pays? On peut... Non, mais je crois qu'il faut préparation et à la riposte. Voilà. Les pays sont engagés, la Tunisie l'est particulièrement.
Et je crois que ça, c'est les messages au pays et les messages aux personnes, on les a déjà donnés. Hein. C'est le retour aux mesures d'hygiène de base. Il n'y a pas de Covid-19 en Tunisie, il y a la grippe. Voilà, donc protégez-vous déjà contre la grippe en mettant en œuvre les mesures d'hygiène habituelles, ne pas éternuer n'importe comment, se laver les mains régulièrement, ne pas porter sa main à sa bouche, etc. etc. Merci, notre émission touche à sa fin. Elle sera... Oui, vous vouliez dire quelque chose rapidement, vous avez 30 collaboration secondes. des passagers, nous indiquer bien remplir la fiche passager, parce que c'est une fiche très importante qui va nous permettre de faire la traçabilité. Si jamais on a un cas confirmé à bord dans un des vols, on arrivera à identifier toutes les personnes pour qu'on puisse les surveiller. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, coopérez avec nous pour bien remplir la fiche. Merci, professeur Nissaf Ben Alay. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national des maladies nouvelles et émergentes. Merci, docteur Yves Souterrain, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Tunisie. Merci à vous, professeur Hanin Tiwili Ben Aïssa, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Rabta, membre de la Commission nationale de lutte contre l'introduction du coronavirus Covid-19 en Tunisie. Merci à vous, professeur Amin Slim, professeur en microbiologie, ancien chef du laboratoire de microbiologie de l'hôpital Charles-Nicolle, laboratoire de référence dans la surveillance épidémiologique, notamment de la grippe. Voilà, je vous rappelle que cette émission sera rediffusée mardi matin à 10h. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre page officielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Sophine Benjim, à notre journaliste web. Merci à Ouaïda Bizid qui assurait la prise de son. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. Et d'ici là, bonne santé à tous.